Alors, pardon pour cette interruption, hein, donc comme je disais, le support un petit peu il a lâché, donc du coup le téléphone est tombé. Donc désolé pour cette interruption. Alors, donc on continue un petit peu notre calcul. Donc je disais que là, on a simplifié par 1,5, donc qu'est-ce qu'il nous reste? X à la puissance moins 3 sur 2, ok. Donc là, je crois qu'on est capable maintenant d'aller directement. 1, ça fait 1 sur x à la puissance moins 1,5. Donc lorsque je fais monter x ici en haut, donc ça va monter avec le signe opposé. Donc ici négatif, ça devient positif. Donc ça devient x à la puissance 1,5. Ok, fois toujours multiplication. Y à la puissance moins 1,5. Là, y à la puissance moins 3 sur 2, il va monter avec le signe positif parce qu'il est en bas négatif. Donc ça devient y à la puissance 3 sur 2. Très bien. Et donc là, qu'est-ce qu'on obtient en réalité? Alors là, on a x à la puissance moins 3 sur 2 fois x à la puissance 1 sur 2, ça fait quoi? Moins 2 sur 2, ça fait x moins 1, n'est-ce pas? Et là, y à la puissance moins 1 sur 2 fois 3 sur 2, ça fait 2 sur 2, c'est-à-dire y. Donc on obtient y sur x. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? On obtient le même TMS que précédemment. Donc, TMS de U est égal à TMS de V. Donc, si on a le même TMS, ben forcément, V, c'est une TMC de U. Voilà. Donc, voilà un petit peu pour la démarche. Très bien. Alors, il nous reste une application aussi, hein, donc concernant la deuxième, enfin, peut-être la propriété de la décroissance, ok, et on va voir un petit peu comment on peut l'exploiter, c'est-à-dire démontrer la convexité des courbes d'indifférence en utilisant donc la décroissance du TMS. Très bien. Alors, je vais prendre une troisième application. Alors ici, application 3. Donc, soit la fonction d'utilité suivante, uxy qui est égal à 3x à la puissance 1 cinquième, y à la puissance 4 cinquième. Ok. Alors, vérifier ou est-ce que les courbes d'indifférence associées à cette fonction d'utilité, pardon, donc associé à cette fonction d'utilité, est-ce qu'ils sont convexes? D'accord? Est-ce qu'ils sont convexes ou pas? C'est ça notre objectif. Permettez-moi juste d'ajuster un petit peu. Un petit souci avec ça. Très bien. Alors, pour répondre à cette question, donc la convexité, vérifier la convexité, je peux aussi utiliser, d'accord, le TMS, plus exactement sa propriété de décroissance. Donc, les courbes d'indifférence sont convexes, c'est-à-dire, je pose la question, ça veut dire quoi? Ça veut dire, est-ce que le TMS est décroissant, hein? Donc, si je reformule la question. Est-ce que les courbes d'indifférence sont convexes? Ça veut dire, est-ce que le TMS est décroissant? Si la réponse est oui, bien sûr, dans ce cas-là, la convexité est vérifiée. Si la réponse est non, il n'est pas décroissant, dans ce cas-là, ils ne sont pas convexes. OK? Allons-y. Donc, pour vérifier ça, bien sûr, on a besoin d'abord de calculer le TMS. Très bien. Alors, calculons le TMS de U. Donc, c'est toujours U' de X sur U' de Y, parce que j'ai uniquement la fonction d'utilité. C'est comme si j'ai des variations continues. Donc, 3x à la puissance 5, 1 sur 5 plutôt, Y 4 cinquième, prime, par rapport à X. Et je divise par la dérivée de 3x à la puissance 1 cinquième, y 4 cinquième, prime, par rapport à y. Ok? Très bien. Donc, je dérive par rapport à x ici, le numérateur. Donc, ça, c'est une constante. Ça, c'est une constante, donc il ne change pas. Qu'est-ce qui va changer? C'est x à la puissance 1 cinquième. On va dériver par rapport à x. Donc, ça fait 1 cinquième. Donc, ça fait 3 déjà, d'abord. Fois 1 cinquième, petit n. Fois x prime c'est 1, donc ça ne change rien. X à la puissance 1 cinquième moins 1, ça fait moins 4 cinquième.
Et y à la puissance 4 cinquième ne change pas, c'est la constante. Okay. Donc ça fait 3 fois 1 cinquième fois x à la puissance 1 moins 5, donc moins 4 cinquièmes, et y 4 cinquièmes. Je fais le même travail en bas, donc pareil, ça fait 3, ne change pas, constante. 4 cinquièmes, c'est petit n. X à la puissance 1 cinquième, c'est la constante, ne change pas. Et y va changer puisqu'il va devenir yn moins 1, c'est-à-dire 4 cinquièmes moins 1. 4 moins 5, ça fait moins 1 sur 5. Et là, on va faire les simplifications nécessaires. Donc, je simplifie d'abord par les chiffres, 3. Je simplifie par 5 ici. Donc, il va rester 1 sur 4, bien sûr. Et là, il me reste x à la puissance moins 4 cinquième, y 4 cinquième, x à la puissance 1 cinquième et y à la puissance moins 1 cinquième. Et là, je fais la même simplification que tout à l'heure. Ça fait 1 quart. X à la puissance moins 4 sur 5. Ici, j'ai x à la puissance 1 cinquième en bas. Il va monter avec le signe. Ici, c'est plus, donc il va monter avec le signe moins. Donc, ça devient moins 1 cinquième. Y 4 cinquième, toujours à changer. 1 sur y à la puissance moins 1 cinquième, ça devient y à la puissance 1 cinquième. Moins, ça devient plus ici. Et là, je continue ma simplification. Ça fait 1 quart fois x à la puissance moins quart. Moins 4 moins 1, ça fait moins 5 sur 5, ça fait x moins 1. Et y, 5 sur 5, ça fait y. Voilà le TMS. Je n'ai pas terminé le travail, bien sûr. Donc, on continue. Ça, c'est le TMS. Donc, est-ce que ce TMS est décroissant? C'est ça notre question. Donc, pour savoir est-ce que le TMS est décroissant, vous voyez, hein, donc le TMS, c'est pas toujours une valeur. Hein, donc, c'est une fonction aussi. Hein, ça dépend de x et de y. Donc, je vais dériver le TMS par rapport à x tout simplement. Okay, je vais dériver cette expression par rapport à x. Donc, TMS prime, je note, prime, par rapport à x. Alors, bien sûr, il suffit juste de dériver par rapport à x. On n'a pas besoin de dériver par rapport à x et par rapport à y. Il suffit juste de dériver par rapport à x. C'est suffisant. Donc, on va dériver cette expression par rapport à x. Ça fait 1 sur 4. X à la puissance moins 1. Y prime par rapport à x. Et je regarde qu'est-ce que ça me donne. OK. Très bien. Alors, si je dérive par rapport à x, ça fait moins 1 sur 4. X à la puissance moins 2. Y, c'est une constante. Et donc là, effectivement, ça c'est plus. Ça c'est plus aussi. Hein, donc ça fait 1 sur x au carré, donc positif. Et là, c'est moins. Donc le tout, plus fois moins, ça fait moins. Donc c'est négatif. Donc la dérivée première du TMS est en négatif. Donc le TMS, il est décroissant. Donc on va noter ici, bien sûr. Alors, donc la dérivée première du TMS, prime. Bien sûr, par rapport à x, elle est négative, donc le TMS est décroissant. Et si le TMS est décroissant, donc les courbes d'indifférence automatiquement seront convexes. Voilà un petit peu la démarche à suivre. OK? Très bien. Alors, dernière partie, hein, donc, dans cette section et ce cours, c'est la relation, OK, entre le TMS et la nature des biens. La nature des biens. Donc là, vous voyez, il y a beaucoup d'usages qui sont très, très intéressants du TMS et qui nous permettent de répondre à pas mal de questions le jour de l'examen. Alors, quelle est la relation entre le TMS et la nature des biens? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois j'ai la valeur ou l'expression du TMS, je peux en déduire quel type de bien j'ai. Et en réalité, quels sont les types de biens dont on dispose? En fait, il y a des biens qui sont complémentaires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que pour les consommer, on doit les utiliser, enfin tous les deux en général en raison sur deux biens, donc les deux biens sont complémentaires. Quand on a besoin de consommer les deux en même temps, simultanément, dans une proportion qui est fixe. Par exemple, je consomme du sucre et du café. Ce sont des biens qui sont complémentaires, ou du sucre et du thé. Ou je mets du sel avec une salade, par exemple. Hein. Donc, c'est des biens qui sont complémentaires. Ou si vous voulez un DVD, un lecteur DVD. Voilà. Donc, ce sont des biens qu'on consomme tous les deux en même temps. On ne peut pas consommer l'un sans l'autre. OK? La deuxième catégorie, ce sont ce qu'on appelle les biens substituables. Substituable, ça veut dire remplaçable. Donc, je peux remplacer l'un par l'autre. Par exemple, je peux remplacer le thé par le café.
D'accord? Je peux remplacer, je sais pas moi, donc des vacances à la plage par des vacances en montagne. OK? Et ainsi de suite. Donc, des biens substituables, c'est un bien dont on peut, comment dire, qu'on peut remplacer par un autre bien sans que notre utilité, bien sûr, donc change. OK? Très bien. Donc, on a des biens complémentaires, des biens substituables. Et à l'intérieur des biens substituables, on a des biens qui sont parfaitement substituables. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque fois que je dois remplacer une unité d'un bien, je la remplace toujours par la même quantité fixe. Par exemple, hein, donc une canette de Pepsi, je la remplace par une canette exactement de Coca. Toujours. Si j'ai 2 canettes de Pepsi, je vais les remplacer par 2 canettes de Coca. Toujours la même quantité. Par exemple, si vous avez une pièce de 5 dirhams, pour la remplacer, vous pourrez la remplacer par 5 pièces de 1 dirham. Donc, toujours la même quantité. Parfaitement substituable. Parfaitement remplaçable. Par contre, imparfaitement substituable, ça veut dire que chaque fois que je vais remplacer une unité d'un bien, je vais la remplacer par une quantité différente à chaque fois. Donc là, on dit imparfaitement substituable. Et ça, c'est le cas lorsque les courbes d'indifférence sont convexes aussi. Alors, on va noter tout ça. Donc, je vais d'abord décliner les catégories des biens. Donc, on a des biens complémentaires, n'est-ce pas? Complémentaires. Et des biens qui sont substituables. Substituable, ça vient du verbe substituer, remplacer. OK? Complémentaire. Donc, complémentaire, donc, les 2 biens doivent être, si vous voulez, consommés en même temps. Consommés simultanément, donc en même temps, et dans une proportion fixe. Enfin, dans une proportion fixe. OK? Donc, les 2 biens doivent les consommer en même temps dans une proportion qui est fixe. Alors, substituable, donc, on peut remplacer donc un bien par un autre. Par un autre. Sans que l'utilité, bien sûr, ou la satisfaction change. C'est ça la signification. Donc, je peux remplacer l'un par l'autre, ok? Et à l'intérieur de substituable, ok? Donc, substituable. Donc, on a parfaitement substituable. Parfaitement substituable. Et imparfaitement, d'accord? Imparfaitement substituable. Je mets juste les abréviations pour aller plus vite. Donc, parfaitement substituable, ça veut dire quoi? Pour remplacer la même unité, d'accord? On remplace la même unité d'un bien par la même quantité de l'autre bien. Donc, chaque fois qu'on me demande de remplacer donc une unité d'un bien X, par exemple, par une quantité de l'autre bien, c'est toujours la même quantité fixe. Par exemple, comme j'ai dit, voilà, une canette de Coca, par exemple, pour remplacer une canette de Pepsi. Ou si vous voulez, hein, donc une pièce de 5 dirhams. Donc, elle est remplacée par 5 pièces de 1 dirham. Donc, toujours la même quantité, vous voyez. Toujours, j'ai besoin de 5 pièces de 1 dirham pour remplacer une pièce de 5 dirhams. Donc, parfaitement substituable. Par contre, imparfaitement substituable, on remplace, si vous voulez, on remplace une unité d'un bien, d'accord, une unité d'un bien par des quantités différentes de l'autre bien à chaque fois. OK? À chaque fois, donc, je vais remplacer par une quantité qui est différente. Comme on a vu tout à l'heure entre les pommes et les oranges, ce sont 2 biens qui sont
imparfaitement substituable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que pour remplacer, enfin, avoir une orange supplémentaire, donc je dois abandonner à chaque fois une quantité différente de pommes. Ça veut dire je remplace à chaque fois hein, donc une quantité différente de pommes par une quantité d'orange. Donc ce n'est jamais la même chose que la fois précédente. Voilà la différence entre les deux. Donc, quelle est la relation hein, donc, entre le TMS et tout ça? Eh bien, le TMS, donc on va donner la règle générale et après on va terminer avec une application. Donc, lorsque le TMS est égal à 0, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a absence de substitution. Ok, absence de substitution. Pourquoi? Parce que, en fait, delta Y est égal à 0. Dans ce cas-là, donc, les biens sont complémentaires. Puisqu'il y a absence de substitution complémentaire, par définition, je ne peux pas remplacer l'un par l'autre. Donc, bien complémentaire. Hein, donc, chaque fois que vous trouvez le TMS est égal à 0, donc vous allez dire la nature des biens, c'est complémentaire. Si le TMS est égal à une constante, ça veut dire que delta Y sur delta X est égal à une constante. Cela implique que les biens, ils sont comment? C'est-à-dire, chaque fois que je voudrais avoir une unité supplémentaire, je vais abandonner la même quantité de Y. Donc, parfaitement substituable. Donc, les biens sont parfaitement substituables. OK? Et enfin, lorsque le TMS elle est variable, plus exactement, il est décroissant, comme on a vu, eh bien, dans ce cas-là, on dit que les biens sont imparfaitement substituables. Imparfaitement substituable. Voilà les trois cas. Donc, 0 complémentaire, c'est égal à une constante, c'est-à-dire un chiffre fixe. 2 est égal à 3, 1 sur 2, 1 sur 4, 3 sur 4. Valeur constante, donc parfaitement substituable. Si au contraire elle est variable, c'est-à-dire à chaque fois il va changer, différent, il va baisser plus exactement. Donc, il est décroissant, comme dans notre exemple tout à l'heure. Donc, les oranges et les pommes sont des biens qui sont imparfaitement substituables. OK? Très bien. Donc, pareil, on peut en déduire aussi entre le TMS et la forme, finalement. Hein, donc, la forme des courbes d'indifférence. Alors, TMS est égal à 0, donc complémentaire. Donc, X et Y complémentaires. Ce qui nous donne donc des courbes d'indifférence en forme de L. Ok, vous avez ça sur la diapo, hein, donc dans le polycope, vous pourrez les voir. D'accord, donc juste pour gagner du temps, je ne vais pas les redessiner. Si le TMS il est égal à une constante, donc X et Y sont parfaitement substituables. Dans ce cas-là, les courbes d'indifférence sous forme de droite, ce sont des droites, des lignes. Et enfin, lorsque le TMS est décroissant, on l'a déjà dit, X et Y sont imparfaitement, ok, imparfaitement substituables, ce qui nous donne aussi les courbes qui sont convexes. On a déjà parlé de ça, ok. Très bien, donc on va terminer avec une petite peut-être application. Alors, application, je crois, 4. D'accord. Alors, je vous donne hein, donc fonction d'utilité. Donc, on a ux, y qui est égal à 4x plus 6y. D'accord. Ça, c'est la première fonction d'utilité. Voilà. C'est juste d'adopter un petit peu ça. Et la deuxième fonction d'utilité est égale à x à la puissance 1 quart, y 3 quarts. Ok. Donc, donner la nature des biens ici. La nature des biens. C'est une question d'ailleurs qui a été déjà posée dans des examens précédents. Alors, allons-y. Donc, réponse. Alors, pour déterminer la nature des biens uniquement avec la fonction d'utilité, donc, je dois calculer le TMS. Alors, TMS 1. Donc, c'est U'1 par rapport à X sur U'1 par rapport à Y. Donc, je vais dériver 4X plus 6Y sur, par rapport, bien sûr, à X et 4X plus 6Y prime par rapport à Y.
Ok. Donc, qu'est-ce que ça donne? Donc là, 6y, c'est une constante, c'est 0. Donc, ça laisse 4x' par rapport à x. Et là, 4x qui va être égal à 0, sa dérivée première. Donc, il reste 6y' par rapport à y. Donc, on dérive par rapport à x ici, c'est 4. N'est-ce pas? Ok. Donc, ça fait 4 sur 6, ça fait 2 sur 3. On simplifie par 2. Donc, 2 sur 3, c'est une constante, n'est-ce pas? TMS 1 de U1 est égal à 2 sur 3, est égal à une constante. Ok. Donc, puisque c'est égal à une constante, donc x et y, ils sont comment? Parfaitement substituables. Tout simplement. Ok. Voilà, donc on calcule le TMS et on regarde, on discute un petit peu de sa valeur. Très bien, je calcule le deuxième TMS. TMS 2, c'est le TMS, bien sûr, enfin, c'est le TMS, bien sûr, de U2, est égal à U'2 par rapport à X, U'2 par rapport à Y. Ok, très bien. On continue, donc on remplace, ça fait x à la puissance 1 quart, y 3 quarts, prime par rapport à x 1 quart, y 3 quarts, prime par rapport à y. Ok? Très bien. Alors, quand je fais donc les dérivés, qu'est-ce que j'obtiens? Bah, ça fait 1 sur 4, x à la puissance moins 3 sur 4, y à la puissance 3 sur 4. Donc, ça fait 1 quart moins 3, moins 1. Et ici, pareil, ça fait 3 sur 4. X, c'est la constante, ne change pas. Y, 3 quarts moins 1, ça fait moins 1 quart. Je simplifie par 4 ici. Qu'est-ce qui me reste? 1 sur 3. J'ai x à la puissance moins 3 sur 4. X à la puissance 1 quart, il va monter, donc il va devenir avec le signe négatif, moins 1 quart. Y 3 sur 4 fois y qui va monter avec le signe positif, c'est-à-dire 1 sur 4. Ça, c'est 3. Donc, ça laisse 1 tiers, ok, x à la puissance moins 1 fois y. Donc là, j'obtiens 1 sur 3, y sur x. Qu'est-ce qu'on remarque? Eh bien, 1 sur 3, y sur x, c'est pas fixe, donc c'est pas parfaitement substituable, c'est pas égal à 0. Donc, c'est pas complémentaire. Qu'est-ce qu'il reste? Imparfaitement substituable, mais je dois le prouver. Donc, je dois dériver cette expression-là, c'est-à-dire, est-ce que c'est décroissant ou pas? Donc, TMS prime par rapport à x, c'est 1 sur 3. Y, pour simplifier la dérivée, 1 sur x, c'est x moins 1. Et je dérive par rapport à x. Ok? Donc, ça donne quoi? TMS prime par rapport à x. Donc, ça nous donne moins 1 tiers y, x à la puissance moins 2. Voilà. Donc là, je peux plus simplifier. Ça, c'est positif. Ça, c'est positif. Ça, c'est négatif. Donc, autrement dit, TMS prime par rapport à x est négatif. La dérivée première. Ce qui implique que le TMS, bien sûr, elle est décroissant. Et s'il est décroissant, ça veut dire que x et y sont imparfaitement substituables. Imparfaitement substituables. Donc, voilà un petit peu la démarche à suivre lorsque on a déterminé la nature des biens à partir du TMS. C'est-à-dire on vous donne uniquement la fonction d'utilité, déterminer la nature des biens. Et avec ça, bien sûr, donc on aura terminé avec le TMS et cette dernière partie donc de ce chapitre 1. La prochaine vidéo sera consacrée donc au deuxième chapitre concernant l'équilibre du consommateur.